Je suis responsable d'un pôle où il y a les urgences préhospitalières, c'est-à-dire le SAMU, les urgences, le service de réanimation et l'anesthésie au bloc opératoire. Et dans les multiples activités de ce pôle, on a développé ces dernières années une unité de toxicologie clinique, donc qui s'occupe particulièrement des intoxications. Ce qui nous a semblé intéressant, puisque les Antilles étant un espèce de mélange de pays, il y a une toxicologie qui est un peu particulière, les normes étant pas les mêmes pour tous les pays. On est soumis à des produits qui ont disparu, notamment du continent européen. Pour ce qui concerne les sargasses, je voudrais simplement revenir. Ouais. Le toxicologue, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde ce qu'il y a les émanations des sargasses. Alors c'est assez impressionnant. Vous l'avez tous vu parce que on sent les sargasses avant même de les avoir vus. Et on vous a parlé tout à l'heure de ppm. C'est des microgrammes par mètre cube. C'est-à-dire que on sent des microgrammes dans 1000 litres d'un fluide. Sont des gaz qui sont extrêmement présents en termes de perception, ce qui n'est pas le cas de tous les gaz. Alors pour la toxicologie, c'est un métier difficile parce que le gaz, même si on le sent, une fois qu'il est rentré dans l'organisme, on le voit plus, et surtout quand il est dans des doses aussi faibles. Mais les algues, elles n'émettent pas seulement de la H2S, on en parle beaucoup parce que c'est celui qu'on sent. Ça émet également de l'ammoniac, qui est quelque chose qu'on connaît très bien, nous, en réanimation, mais plus pour des ingestions de produits très concentrés, donc pas grand-chose à voir avec ça. Et puis, ce qui nous intéresse aussi, ce sont les autres produits comme l'arsenic, le cadmium, ces produits qui ont été évoqués. Puis je dois rajouter la chlordécone, puisque j'ai appris aujourd'hui en écoutant les autres que ça faisait aussi partie du problème. Pour ce qui nous concerne, l'analyse elle est compliquée parce que vous avez des facteurs de confusion. Moi qui viens du Nord Caraïbe, quand j'arrive, ça fait un moment que je compte les jours où je vois l'autre côté de la baie, ce qui est aussi des phénomènes qui viennent, je dirais, polluer l'analyse de ce problème de sargasses, puisqu'on sait, nous, en termes de santé, que cette pollution atmosphérique peut avoir des effets également sur la santé des gens. Alors, très rapidement, ça c'est un truc de docteur, mais ça vous permet de comprendre un peu comment on fonctionne. On essaye de voir à quel niveau le gaz va impacter l'organisme, et en fait, on s'aperçoit que pour ces gaz, on est obligé de descendre au niveau de la cellule. Et c'est la cellule de n'importe quel organe, et ce sont des gaz qui vont avoir un impact direct sur, je dirais, l'usine énergétique des cellules. C'est pour ça qu'en toxicologie aiguë, par exemple, lorsque vous avez des concentrations importantes de ce gaz, vous avez des manifestations cliniques immédiates et une toxicité qui est extrêmement importante, ce qui a été souligné par l'ANSES dans les travaux d'expertise qu'ils ont fait. D'où les consignes qui ont été données par le Haut Conseil de la santé publique d'essayer de se retrouver dans des concentrations qui sont très très basses pour éviter de se retrouver avec des difficultés. Il y a la vraie vie aussi, et vous l'avez vu par les analyses, l'évacuation de ces sargasses pose un certain nombre de problèmes, elle n'est pas parfaite partout et c'est tout à fait compréhensible. Ce qui fait que nous nous retrouvons confrontés à un certain nombre de problèmes qui peuvent rejaillir sur la population. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les impacts, ils vont essentiellement se concentrer sur, pour ce qui concerne la H2S, sur les poumons. On suspecte aussi que ça peut avoir un effet sur le cœur, et on suspecte que ça a un effet sur l'état des vaisseaux, donc ça peut avoir une interaction avec l'hypertension artérielle. Enfin, ça a un impact sur des mécanismes inflammatoires qui sont largement répandus dans l'organisme, et on peut avoir des conséquences qui sont liées à cet impact sur l'inflammation. Malgré tout, le travail, il est encore beaucoup devant nous parce que toutes les études qui ont été faites jusque-là sont assez incomplètes. Elles ont été très critiquées, même si elles ont des données intéressantes, et puis elles s'inscrivaient dans des conflits, je dirais, du travail avec l'industrie pétrochimique, ce qui fait que ces études n'ont pas vraiment été développées comme elles auraient dû. Aujourd'hui, on est dans un problème qui est complètement différent, avec une population, on n'y peut pas grand-chose que les sargasses soient là, et il va bien falloir faire face et effectivement prendre les mesures qui s'imposent si c'est le cas.
Je vous ai mis ici les valeurs d'exposition recommandées. L'ANSES, elle a sorti des taux qui étaient extrêmement bas de 0,07 ppm et pour une exposition plus prolongée, 0,02. Ça, c'est le monde parfait où on est sûr qu'il n'y a aucun impact sur la santé. Derrière, le Haut Conseil de santé publique, il a été obligé de tenir compte d'un certain nombre de réalités, notamment le fait que on peut pas arriver à des concentrations zéro actuellement. Donc, on a toute une série de mesures avec des seuils que vous pouvez trouver à l'ARS qui vous donnent un certain nombre de recommandations et qu'il faut suivre, et particulièrement pour les municipalités qui mettent des travailleurs à l'évacuation de ces algues-là, il faut tenir compte de ces recommandations. Pour ce qui nous concerne, on a un cas d'un de ces travailleurs qui a perdu connaissance sur le tas de sargasses, simplement parce qu'il est tombé sur une poche de gaz. Donc il faut faire attention à ces recommandations. Les travaux expérimentaux, ce qu'ils disent, c'est que ce sont des gaz toxiques à forte concentration. Pour les basses concentrations, il va falloir travailler, et ce travail a commencé. Enfin, il y a un problème qu'on rencontre, nous les médecins aux urgences, qui concentre un peu tous les problèmes, je dirais sociétaux, c'est le préjudice psychologique, mais je m'étalerai pas là-dessus parce que c'est pas vraiment mon domaine d'expertise. Il est évident que chez des gens qui sont dans la puanteur à longueur de journée, vous avez un impact à un certain moment qui dépasse les simples phénomènes physiologiques. Alors, nous, dans les phénomènes d'observation, on a donc les médecins sentinelles, puis les médecins traitants de manière générale, avec lesquels on est en contact. On a une consultation toxicologique qui a lieu tous les jeudis au CHU, qui est une consultation non programmée. On a mis en place des groupes d'orientation des travaux de recherche qui vont regrouper des cliniciens, des chercheurs et des physiologistes. Ce dispositif est actuellement en place. Il est pas mal avancé sur la réflexion sur les travaux à mener. On a des résultats préliminaires de la consultation qu'on a eue, donc qui vient en second rideau par rapport aux médecins. On s'aperçoit, si on regarde à gauche, que vous avez un âge des patients qui sont en général des gens qui sont en activité et qui ramènent en général avec eux leurs enfants, avec une forte inquiétude par rapport à leur santé, à la santé des enfants, ce qui est bien évidemment une prédominance féminine, alors qu'on n'a pas encore bien expliqué, mais qui est probablement en rapport avec la sédentarité. Les hommes partant travailler s'éloignent souvent du domicile et sont peut-être moins soumis aux sargasses là. Et nous avons, dedans une surreprésentation des malades asthmatiques. Alors ça, c'est une notion qui est relativement connue. En ce qui concerne les intoxications chroniques, ça a déjà été signalé. Il y a une toxicité respiratoire de ces gaz et les asthmatiques sont très très représentés. Il y a probablement des travaux à faire en ce qui les concerne. Pour ce qui concerne la population, ça fait longtemps qu'une partie d'entre elles a évacué ses enfants chez la Tati qui est en haut du Morne. Ils ont pris leur disposition et ils ne nous ont pas attendus pour le faire. En ce qui concerne les signes cliniques qu'on voit, ils sont pas très spécifiques malgré tout. Ce qu'on voit, c'est la plupart du temps des céphalées, c'est-à-dire des maux de tête qui sont très importants et invalidants. Vous avez aussi, et ça c'est un peu une surprise, beaucoup de troubles digestifs, alors vomissements, diarrhée, c'est évidemment des choses qui peuvent poser de problèmes dans la vie quotidienne. On a des malaises avec des pertes de connaissance, des signes cutanés avec des éruptions qui s'en vont lorsqu'on les traite, et puis une atteinte des muqueuses, en particulier des conjonctivites, là, qui ont déjà été décrites par ailleurs dans l'industrie. On peut conclure. Oui, je vais conclure assez rapidement. Le traitement le plus efficace, c'est l'éviction, bien évidemment, mais il existe un certain nombre de traitements symptomatiques qui permettent de soulager les gens. Nous, ce qu'on essaye de voir là, c'est un peu l'impact des échouages sur la santé de la population et en particulier sur les pathologies tierces, c'est-à-dire des gens qui sont déjà malades, qui ont une maladie coronaire, qui ont un risque de faire un AVC. Et il va falloir qu'on travaille avec les gens qui ont disposé les capteurs de manière à essayer de repérer un impact éventuel sur les autres maladies.
et déterminer ainsi plus précisément les populations à risque. Encore une fois, et je voudrais revenir sur ce que disait le scientifique tout à l'heure, on en est vraiment au début. Il ne faut pas se tirer de conclusions très hâtives. Malgré tout, nous médecins, on est obligés de commencer à travailler avant d'avoir les résultats définitifs de ces études. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup.